Bonjour Alexandra, Orion Code. On vous retrouve aujourd'hui alors suite à notre interview du 13 octobre que l'on a publié sur notre page Facebook et YouTube, que beaucoup de gens ont vu, et on voulait vous donner un droit de réponse aujourd'hui puisqu'il y avait une question à laquelle on n'avait pas de réponse par rapport à l'insertion d'un gain de fonction entre les protéines S1 et S2. Et on voulait aujourd'hui faire le point avec vous puisque vous aviez des éléments nouveaux à nous apporter. Bonjour Marco, oui, contente de vous retrouver déjà. Je pense que c'était important de faire ce petit point. Vous m'avez posé cette question de savoir si la séquence dans le virus SARS-CoV-2 qui était située entre la protéine S1 et S2, qui encore une fois est le message S, on va dire, est-ce que s'il avait été ailleurs, ça aurait eu une importance? Et la réponse est oui, ça aurait eu une importance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'originalité de placer ce gain de fonction de cette séquence qui peut être clivée par la furine, c'est-à-dire en fait qui peut être reconnue par nos cellules, elle est mise au niveau de protéines membranaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont à la membrane. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on donne à cette clé reconnue par les cellules humaines? On lui donne la possibilité d'être accessible. Donc effectivement, c'est un peu comme si vous étiez devant une porte et qu'on vous met la clé près de la porte. Et cette séquence a, pour autre particularité, ce principe même de mettre une séquence clivable qu'on peut couper par la furine au milieu de protéines membranaires virales n'est pas naturel. Pourquoi je le sais? C'est parce qu'elle a fait l'objet d'un brevet. C'est-à-dire qu'en fait, on brevette pas les choses qui sont naturelles. On brevette à partir du moment où il y a eu un peu d'ingénierie humaine, un peu de réflexion. Et le brevet 7223-390B2 rapporte très exactement ce concept d'apporter cette petite séquence au niveau de... Si on comprend bien, cette séquence... Donc on a la réponse à notre fameuse question. Elle on aurait été placée n'importe où avant, n'importe où après, n'aurait pas pu permettre cette fameuse... Ça dépend où elle était, mais voilà, en tout cas là, elle est idéalement située, et elle est située non seulement pour ouvrir la porte, mais elle est située comme l'avait défini ce brevet que vous avez retrouvé. Que j'ai pu retrouver. Vous avez fait un petit travail de recherche effectivement qui nous a été utile, et c'est pour ça qu'on fait cet échange aujourd'hui, puisque justement on va mettre en lien le brevet justement pour que les gens puissent le découvrir. Donc comme vous disiez, on ne brevette pas les choses qui sont existantes naturellement, mais les idées, c'est-à-dire qu'en fait l'idée d'insérer entre la protéine S1 et S2 cette séquence est défendue, protégée par un brevet. Alors l'idée de porter la séquence qu'on clive à la furine dans une protéine membranaire virale est protégée par un brevet et applicable à différents virus. C'est vraiment véritablement un principe en fait. Et du coup, cela donne à ce virus la capacité d'être décodé par l'être humain. Voilà, d'être, en tout cas, de lui donner la possibilité de faire ces fameuses modifications dont le virus a besoin pour se répliquer. Sans cela, le virus ne pourrait rien faire dans notre organisme, si je comprends bien. Alors, sans cela, ça dépend, hein, mais en tout cas, parce qu'on a déjà vu des coronavirus qui passaient à l'homme et qui n'avaient pas cette séquence de gain de fonction au milieu, mais en tout cas, clairement, ça lui donne un avantage compétitif à être un virus qui se propage chez l'homme plus que chez des animaux, parce qu'on a cette... D'accord. Donc, effectivement, ce qui vient bien confirmer ce que vous disiez lors de l'interview du 13 octobre, c'est un débat qui mérite d'être ouvert. C'est un débat qui mérite d'être ouvert et qui d'ailleurs a été repris par un de mes collègues du CNRS en repositionnant l'importance de questionner
cette origine du virus et où il apporte dans la conclusion de son article des éléments de langage qui montrent que nous sommes probablement très proches l'un et l'autre en convergence d'analyse. D'accord. Donc effectivement, c'est un article qu'on avait relayé. On remettra dans la description les sources pour que les gens puissent découvrir tout cela. Et l'article de mon collègue publié par le journal du CNRS. Exactement, c'est celui-là d'ailleurs dont je parlais et qu'on va relayer, puisqu'effectivement ça nous a un petit peu rappelé à l'intérêt de remettre en cause l'origine. Oui, parce que quand même LCI m'avait attaqué de complotisme sur ce point. Donc c'est quand même intéressant de montrer que finalement il y a beaucoup de mensonges dans ce qui est relayé sur moi ou sur mes propos. Mais effectivement, on voit qu'il y a très peu de travail d'enquête de la part de beaucoup de médias et sur cette question de l'origine du virus. Donc ça viendra apporter un petit peu d'éléments... Ah oui, on avait vraiment l'impression qu'on n'avait pas le droit de poser cette question. Effectivement, il y a énormément de choses maintenant qui sont interdites de penser, surtout dans le domaine du coronavirus. Alors, ou penser ou poser la question, puisque moi je posais simplement la question. Il y a beaucoup d'ailleurs de chercheurs et de scientifiques qui s'interdisent cette question de l'origine du virus. Oui, c'est curieux ça. C'est quand même inouï. Ouais. En tout cas, on va creuser. Merci.